Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de géographie sur le thème 2, une diversification des espaces et des acteurs de la production. Commençons par deux définitions. Tout d'abord, la production, c'est la création d'un bien ou d'un service depuis sa conception jusqu'à sa mise à disposition, visant à répondre à un besoin. Et un espace productif, c'est un espace aménagé et mis en valeur dans le cadre d'une activité économique de production. Cette vidéo sera divisée en trois parties. Tout d'abord, nous expliquerons les logiques d'implantation des activités productives. Ensuite, nous expliquerons la mise en relation des espaces productifs dans le cadre de la mondialisation. Et enfin, nous présenterons les différents acteurs de la production. Tout d'abord, les logiques d'implantation des activités productives. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'attractivité des territoires. Il y a tout d'abord la question de l'accessibilité. Le réseau de transport dans un territoire donné est-il suffisant, est-il efficace? On parle de transport urbain, on parle de réseau routier, de réseau ferroviaire, d'infrastructures portuaires ou encore d'aéroports. Les espaces productifs connectés à différentes échelles sont privilégiés. Un réseau de transport complet et efficace est donc un facteur d'attractivité d'un espace. Deuxième facteur, la compétitivité. Évidemment, cela dépend du type de production, mais nous pouvons noter plusieurs facteurs qui peuvent rendre un espace compétitif. Il y a tout d'abord la main-d'œuvre peu coûteuse, comme c'est le cas sur cette photographie d'une usine textile en Éthiopie. Et ensuite, la possibilité pour l'État d'appliquer des avantages fiscaux, ce qu'on appelle une zone franche, comme celle qui a été créée sur cette image à Tanger au Maroc. Et il y a enfin l'aménagement de technopoles et de territoires de l'innovation. Un territoire de l'innovation fonctionne autour d'un pôle urbain et associe des universités, des centres de recherche et des entreprises dans ce qu'on appelle un parc scientifique et technologique. L'exemple le plus célèbre est celui de la Silicon Valley qui associe des entreprises prestigieuses dans le domaine du numérique comme Google ou Facebook avec des universités comme Berkeley et des centres de recherche. Troisième facteur expliquant l'attractivité d'un territoire, c'est évidemment la métropolisation. Dans le cadre de cette métropolisation, les métropoles sont des espaces prisés, notamment dans le domaine du tertiaire supérieur, c'est-à-dire les activités de services de haut niveau. L'exemple le plus marquant est celui du cœur urbain de New York, qui associe et qui concentre une forte population, des écoles et des universités, des quartiers d'affaires, des technopoles et des espaces touristiques. Dernier facteur d'attractivité, il est lié à la littoralisation. La littoralisation, c'est la concentration des populations et des activités sur les littoraux. La proximité avec un espace maritime va rendre un espace plus attractif. On le constate à l'échelle mondiale, puisque le trafic maritime représente 80% du commerce international, et donc les entreprises se rapprochent des littoraux pour profiter de cette activité, et à l'échelle mondiale, des façades maritimes se démarquent. Il y a des façades maritimes en Amérique du Nord, en Europe du Nord, ainsi qu'en Asie orientale. Et ces façades maritimes font des littoraux des espaces attractifs pour les acteurs de la production. Deuxième partie, la mise en relation des espaces productifs dans le cadre de la mondialisation. Tous les territoires sont connectés les uns avec les autres. Il y a d'abord l'idée que chaque territoire se spécialise. C'est ce qu'on appelle la nouvelle division internationale du travail, que l'on peut abréger en disant NDIT. Les pays les plus développés forment des aires de puissance, des espaces majeurs de consommation, donneurs d'ordre à l'échelle mondiale. On notera surtout l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et l'Asie orientale comme étant les espaces les plus développés. Ensuite viennent les pays dits ateliers pour l'assemblage de composants ou la fabrication de pièces servant aux industries. On peut noter comme exemple l'Inde, l'Indonésie ou encore le Mexique.
Viennent ensuite les pays exportateurs d'hydrocarbures, l'exemple le plus marquant étant l'Arabie Saoudite, mais aussi exportateurs d'autres matières premières. C'est le cas du Brésil, de l'Argentine, de l'Afrique du Sud. Ces pays possèdent ce qu'on appelle des économies d'exportation. Ils profitent de leurs richesses, de leurs compétences, pour les exporter. Et enfin, les pays les moins avancés, qu'on appelle aussi les PMA, tentent de valoriser leurs richesses. C'est le cas de la République démocratique du Congo, qui possède d'importantes ressources en cobalt, et d'autres pays aussi qui valorisent une main-d'œuvre peu coûteuse. C'est le cas de l'Éthiopie, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le domaine du textile. Ensuite, la mise en relation des territoires dans le cadre d'une activité de production. C'est ce qu'on appelle la DIPP, la Division internationale du processus productif. Nous avons le cas sur cette image de l'Airbus A380. Nous voyons que les différentes pièces composant cet avion proviennent de plus de 77 pays. Et cette DIPP, eh bien, elle correspond à ce qu'on appelle le réseau international de production, c'est-à-dire l'ensemble des relations logistiques et commerciales entre entreprises à l'échelle du monde, ces relations menant eh bien, à la fabrication, à la production d'un produit bien particulier. Ensuite, les réseaux permettant cette mise en relation. Il y a tout d'abord les flux. Un flux, eh bien, c'est un déplacement de biens, de personnes, d'informations ou de capitaux par des moyens de transport et de communication. Ces flux sont rendus possibles par des réseaux. Ce sont des infrastructures qui permettent la circulation des flux. Il y a plusieurs types de réseaux. Il y a tout d'abord les routes maritimes, terrestres et aériennes pour ce qu'on appelle les flux matériels. Et enfin, il y a les réseaux Internet et les réseaux de téléphonie pour les flux dits immatériels. Les nœuds de communication. Certains espaces, comme les principaux ports des grandes façades maritimes, les aéroports d'importantes métropoles, sont des points de départ, de passage et d'arrivée des flux. Ils fonctionnent comme des hubs, c'est-à-dire qu'ils desservent d'autres territoires à différentes échelles. Nous pouvons prendre l'exemple de l'aéroport d'Atlanta. C'est le premier aéroport du monde en termes de passagers. Et cet aéroport dessert toutes les grandes destinations des États-Unis et de nombreuses destinations à l'international. Il sert donc d'aéroport de correspondance et fonctionne comme un hub en desservant toutes ces destinations. Troisième partie, les acteurs de la production. Il y a tout d'abord les firmes transnationales, que l'on peut aussi appeler FTN. Une firme transnationale, c'est une grande entreprise possédant des filiales et des activités dans plusieurs pays. On compte 100 000 FTN dans le monde et 900 000 filiales qui leur sont rattachées. Ces FTN pèsent pour 80% des échanges internationaux. Ces FTN créent de l'emploi direct ou indirect via les filiales. Elles s'implantent de façon visible dans l'espace local. C'est le cas de Volkswagen qui est particulièrement influent en Allemagne dans la ville de Wolfsburg. Et ces FTN externalisent leur production comme le fait Apple pour ses produits. Ces FTN participent donc à la chaîne mondiale de valeur ajoutée, c'est-à-dire l'ensemble des activités qui interviennent dans un processus de fabrication, de la conception au produit final, et ces activités sont créatrices de valeur et de marge pour l'entreprise. Si l'on prend l'exemple d'Apple, le fait que Apple conçoit ses produits aux États-Unis mais utilise d'autres pays dans le processus de fabrication, eh bien, ça lui permet de dégager des marges pour son activité. Autre acteur, les États et les collectivités locales. Les États interviennent en aménageant les espaces ou en proposant des politiques fiscales avantageuses, rendant leur territoire attractif. Nous pouvons prendre l'exemple de Dubaï. L'Émirat a investi plusieurs milliards d'euros pour la construction de son métro aérien qui était nécessaire à son développement économique et touristique. Enfin, dernier acteur que nous pouvons noter, les organisations non gouvernementales, que l'on peut abréger en ONG. Les ONG sont des acteurs indépendants qui dépassent le cadre des frontières
et qui dénoncent les abus et les dégâts causés par la mondialisation économique. Nous pouvons prendre l'exemple de Greenpeace. Greenpeace mène régulièrement des actions, blocage de raffineries, de navires, occupation de locaux, pour dénoncer les ravages faits à l'environnement par l'exploitation des hydrocarbures.